Merci de nous suivre ce matin. Vous êtes nombreux à nous suivre via le live Facebook de KTV, la radio et la télé. Le second temps de parole, nous l'avons dit, qu'on va essayer de faire un peu le bilan. C'est la rentrée pour tout le monde, la rentrée des classes, mais là également la rentrée de Kwesi. Donc forcément, Danez Zaidani est venu faire sa rentrée, sa première émission pour cette rentrée. Avec nous ce matin, Danez Zaidani, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, bonjour à tous nos auditeurs et nos auditrices. Alors, Danez Zaidani d'abord, on le sait qu'aujourd'hui vous avez soutenu la nouvelle équipe de la municipalité de Pamandzi, mais comme toutes les communes, tout le monde court pour se préparer pour cette rentrée, notamment avoir le maximum du matériel pour continuer en tout cas à lutter contre ce virus. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous inquiète quand vous regardez un peu l'état de plusieurs communes à Mayotte? On sait que toutes les communes ne sont pas dotées de la même manière. On sait qu'il y a des écoles qui doivent être rénovées, des écoles qui manquent, des salles de classe qui manquent. Vous, quelle est votre vision des choses selon la rentrée elle-même globale et avant de parler même de Pamandzi? Tout d'abord, je tenais à féliciter tous les nouvelles équipes municipales qui ont été élues le 28 juin. Et d'un regard un peu lointain, je suis satisfait de voir comment chaque commune prend à bras le corps cette rentrée scolaire et faire en sorte que nos enfants puissent retrouver le chemin de l'école, puisque vous savez, depuis le 17 mars 2020, l'enseignement a été fortement perturbé pour les enfants. S'il est vrai que le rectorat a mobilisé les enseignants pour garantir et assurer des cours à distance, ce ne sera jamais la même chose que des cours en présentiel. Donc forcément, à Pamandzi, l'équipe municipale de Pamandzi s'est beaucoup mobilisée pour que cette rentrée soit une réussite en tenant compte des différents protocoles qui ont été établis ces derniers mois, notamment sur les points d'eau, sur la distanciation. Et nous espérons bien évidemment que le contexte local du virus nous permettra de faciliter cette rentrée en ayant des procédures moins lourdes, notamment de distanciation en salle. Nous attendons les dernières recommandations qui nous seront données par le vice-recteur pour voir comment cela va se passer par le recteur. Mais globalement, je constate qu'un engouement réel est là dans toutes les communes pour que tous nos enfants puissent retourner à l'école. Dans moins d'une semaine, on pourra voir ce qu'il en est, mais je suis confiant par rapport à cette rentrée qui va se dérouler à Mayotte dans les jours qui arrivent. Par rapport à la gestion du Covid ou de la Covid, comment vous jugez cette gestion sur Mayotte? Vous savez, j'ai fait beaucoup d'interventions par rapport à cela. Vous l'avez bien dit, à un moment donné, il y avait de très fortes inquiétudes au cours du mois d'avril, mois de mai. Mais il est vrai que les choses vont en reculant, des habitudes commencent à se prendre. Je prends la barre tous les jours, je constate que globalement, tout le monde respecte les règles en mettant les masques. On peut encore regretter qu'il y ait encore quelques petites défaillances, parce que dans les lieux publics, parfois, toutes les signalétiques n'ont pas été mis. En prenant le cas de la Barge, par exemple, même si un certain nombre d'efforts a été fait, on peut constater, par exemple, que sur les bancs, il n'y a pas d'affichage qui permette de garantir la distanciation. Et à mon avis, ce qu'il faut éviter maintenant, ce sont les débordements qu'on a pu voir en France, parce qu'il ne faudrait pas que chaque individu fasse des interventions pour garantir sa propre sécurité. Il faut vraiment que les pouvoirs publics prennent toutes les initiatives nécessaires pour que finalement le citoyen lambda n'ait pas à intervenir auprès d'un autrui pour lui dire écoutez, prenez de la distance vis-à-vis de moi. Moi, je constate par exemple dans les grandes surfaces, je pense que c'est là où vraiment les choses se passent le mieux. Les signalétiques au sol sont mis, les respects du masque sont faits. Voilà, donc maintenant, je pense que c'est à nos administrations de jouer pleinement le jeu et de mettre les signalétiques nécessaires pour éviter justement qu'un individu intervienne auprès d'un autre et que ça dégénère comme on a pu le voir en métropole. Pour vous, la décision du prolongement de l'état d'urgence était important pour Mayotte ou c'était trop? Non, je crois que c'était la meilleure des choses à faire, puisque nous voyons bien que le fait d'avoir gardé la pression sur le territoire de Mayotte
il n'y a pas eu le relâchement qu'on peut voir en métropole actuellement ou qu'on peut voir à La Réunion. À La Réunion, les choses se sont plutôt bien passées pendant la période de confinement. Et donc, ils se sont rapidement déconfinés. Mais au final, lorsqu'on regarde les chiffres aujourd'hui, ils sont au même niveau que Mayotte. Donc, on voit bien que le relâchement est réel sur l'île de La Réunion. Le relâchement est réel en France métropolitaine, que ce soit à Marseille, à Paris. Donc, alors qu'à Mayotte, malgré toutes les difficultés que nous avons pu rencontrer, la pression est restée constante. Et donc, de ce fait, je pense qu'au final, sur le long terme, Mayotte gère mieux cette crise et nous avons plus assimilé les gestes nécessaires pour cela. On a beaucoup décrié les défaillances de la population, mais je crois que globalement, même s'il y aura toujours des brebis galeuses, globalement, la population a assimilé ce nouveau monde qui est vivre avec le Covid. Ça risque de durer encore longtemps. L'économie en prend un sacré coup. Hein. On est bien d'accord. C'est aussi la raison pour laquelle les collectivités ont un rôle fondamental à jouer en termes de relais. On y revient sur l'économie, mais pour rester sur cette gestion, on a vu des décisions qui ont été souvent décriées, notamment on a tapé souvent pendant cette crise sur Madame Voynet. Elle n'a pas pris les bonnes décisions, là, voilà, pas mal en tout cas de critiques envers elle. Mais on a vu également des clusters qui se sont créés au sein même de nos institutions, notamment, rappelez-vous ce qui s'est passé au centre pénitentiaire de Majicavo, où les syndicats disaient on nous envoie à la mort, personne ne nous calcule. Et puis aujourd'hui, on apprend qu'il y a eu également au sein des élus, on apprend qu'également aux côtés du commissariat de Namouzou, il y a de nos policiers qui sont positifs. Est-ce que tout ça, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, finalement, c'est plus ceux que nous pensions qu'ils allaient pouvoir mettre en place en premier les gestes et les moyens qui sont pénalisés? Non, mais il est incontestable que les moyens ont tardé à venir sur le territoire de Mayotte. D'ailleurs, au-delà des moyens, le fait le plus marquable de cette crise, c'est la dernière visite de la ministre des Outre-mer au mois de mai, le 22 et le 23 mai dernier, qui a conduit on va dire, à l'abandon des forces de l'ordre au contrôle. Très clairement, depuis le 22-23 mai, il n'y a plus de contrôle sur le territoire, malgré le fait que nous soyons toujours en situation sanitaire de crise. Maintenant, la difficulté que nous avons à Mayotte par rapport peut-être à la métropole, c'est que nous savons que la population mahoraise est beaucoup plus jeune que la population française de métropole. Et donc, de ce fait, nous avons beaucoup plus de cas asymptomatiques. Quand vous prenez par exemple le cas du cluster de Majicavo, le pénitencier de Majicavo, s'il est vrai que 80% de la population du pénitencier ont eu le Covid, il y en a eu quasiment zéro qui avait des symptômes. Donc c'est vrai que finalement cette maladie peut se répandre très facilement sur le territoire à partir du moment où majoritairement nous sommes asymptomatiques. J'ai même vu à un moment donné dans les journaux un chiffre passé disant que 75% des malades étaient asymptomatiques à Mayotte. C'est pour ça qu'il y a eu des surprises quand les gens se sont fait tester pour aller à la Réunion, ils se sont trouvés positifs alors qu'ils n'avaient pas de symptômes. Absolument. Donc, alors, il est tout à fait possible qu'à un moment donné, nous ayons été malades, faciliter la dissémination de ce virus, et pour autant n'avoir pas eu de symptômes visibles. Donc, bon, quelque part, on ne va pas s'en plaindre d'être asymptomatique. Mais ça nécessite néanmoins toujours de la prudence, de maintenir les gestes barrières. Je crois que c'est devenu un mode de vie qui s'assimile de plus en plus, même si derrière, il y a des conséquences, parce qu'on sait qu'en termes économiques, c'est quand même difficile pour les entreprises. On sait également, pour nos us et coutumes, se rendre à la mosquée, la manière de faire nos rites religieux, la manière de faire nos mariages qui ont dû être revus dans leur totalité, et même tout simplement les élections et les remerciements, parce que souvent, lorsqu'il y a des élections, s'ensuit des échanges, des fusions de joie, etc. Donc, par moment, peut-être, il y a eu des scènes qui ont conduit à la création de clusters, mais globalement, je dirais vraiment que tout le monde essaye d'agir dans la modération. Pour terminer sur le Covid, on sait que maintenant, la Réunion demande pour tous les passagers qui vont à la Réunion de se faire tester.
Mais la Réunion, la réciprocité n'existe pas. Ce n'est pas acceptable. Pour moi, la réciprocité doit être de fait. Vous voyez un exemple très simple. Dès lors que l'Angleterre a dit qu'on allait mettre les tests et la septaine à tout Français qui rentrerait en Angleterre, la riposte première de notre ministre a été de dire que nous allons faire autant pour les Anglais qui rentrent en France métropolitaine. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter avec les discours condescendants que peut avoir la Réunion vis-à-vis de Mayotte. Oui, nous avons eu des clusters. Oui, on a eu du mal à maîtriser à un moment donné notre virus. Mais la Réunion n'est pas pour autant le meilleur des élèves. Et la prudence aussi doit être de mise pour tous les retours de vacanciers qui va avoir lieu, que ce soit ceux qui viennent de métropole ou ceux qui viennent de la Réunion. C'est bon. Pour métropole, on a mis en place ce fameux Tout à fait, test. tout à fait. Mais pour la Réunion, on doit également le mettre en place. La Réunion n'est plus une zone où le virus est en recul. Non, le virus est de retour et bien présent à la Réunion. Et donc, on doit également mettre en place ces mesures entre la Réunion et Mayotte. Daniel Zaidani, parlons transport scolaire. On a eu en tout cas ce préavis de grève depuis le début, avant même l'arrivée des vacances. Les transporteurs qui pensaient en tout cas rentrer en grève à partir du 18 août. Finalement, après consultation, ils pensent revenir en tout cas sur une décision d'ici le 21 août. On le sait que ce marché aujourd'hui, il y a toujours eu un problème. À chaque rentrée scolaire, il y a toujours eu un problème avec ce marché, avec Matisse. Vous étiez le président du conseil général. Il y a eu également ce marché critiqué de la DSP de Longoni. Aujourd'hui, ce marché de transport scolaire toujours critiqué. Vous en pensez quoi réellement aujourd'hui? Vous n'avez plus les rênes, mais vous en pensez quoi, Daniel Zaidani, aujourd'hui, ce marché de transport scolaire? Je pense qu'il faut prendre de la hauteur sur toutes ces problématiques et le dire vraiment dans un ton d'apaisement. Dans un temps d'apaisement, il faut que les élus de la majorité se décident, tant bien même que ça fait 6 ans qu'ils sont au conseil départemental, dans cette majorité, il faut qu'ils se décident à prendre leurs responsabilités. Ils ont voulu avoir l'exécutif du conseil départemental, ils l'ont. Ça fait 6 ans. Il est totalement inacceptable que nous nous trouvions dans cette situation. Le marché est échu depuis 2018. En 2 ans, comment pouvez-vous imaginer et croire un seul instant qu'il n'y a pas une volonté politique réelle de créer la situation dans laquelle nous nous trouvons? Il est impossible qu'on n'ait pas pu mettre ce marché en place en temps et en heure. Il a déjà été repoussé 2 fois. Nous sommes aujourd'hui à un 3e avenant totalement illégal. Les personnes qui travaillent dans ce service sont les mêmes qui travaillaient à l'époque où Daniel Zaidani était président, sont les mêmes qui travaillaient dans ce service lorsque Douchna était président. Et pour autant, Douchna a pu lancer un marché qui a abouti. L'équipe de Zaidani en a fait autant. Pourquoi les élus actuels n'y arrivent pas? Sont-ils si incompétents que cela? Ou cela cache autre chose? Parce qu'il faut dire les choses. À un moment donné, il faut dire les choses. Les enjeux financiers sont énormes. Oui, c'est sûr. Le marché, c'est 25 millions d'euros par an. 25 millions d'euros par an. Donc, il y a quand même des sommes en jeu phénoménales. Un marché de 5 ans, c'est 125 millions d'euros. 125 millions d'euros sur 5 ans. Donc, plus on tarde à ne pas structurer le marché, plus on laisse l'anarchie s'installer. Et l'anarchie bénéficie toujours à quelqu'un. Toujours. Il y a toujours quelqu'un qui bénéficie de cette anarchie. Et ceux qui créent cette anarchie, ce sont clairement les élus du conseil départemental qui n'ont pas pu imposer la mise en place de ce marché en 2 ans. C'est pas possible. Pour vous, ce serait une volonté politique? Moi, je constate que lancer un marché, c'est une décision politique. Si ce marché n'a pas été lancé en 2 ans, c'est qu'il n'y a pas eu cette volonté politique de le faire. Parce que dans tous les cas, un marché, lorsqu'il sera attribué, fera des mécontents. Il fera des mécontents. Et c'est là où je dis qu'il faut qu'à un moment donné, que les élus prennent leurs responsabilités. Lorsque j'ai fait le marché des transports scolaires en 2013, j'ai fait des mécontents. Mais c'est comme ça. Lorsqu'on décide d'être élu, on fait des choix. Mais ces choix doivent être basés sur le droit,
sur le droit des marchés, qui donne finalement l'égalité des chances à tout à chacun. Aujourd'hui, en faisant des avenants, on ne met pas le droit, on ne respecte pas le droit et on ne met pas l'égalité. Et quand vous avez, ça fait plus de 2 ans que les agents qui travaillent dans le transport scolaire ont signalé le fait qu'ils voulaient avoir la garantie qu'ils soient repris dans leur emploi, quel que soit le bénéficiaire de ce marché, et de constater que le marché qui est en préparation fait en sorte qu'il n'y a pas de garantie de reprise des agents. Qu'est-ce que vous comprenez? On le fait exprès. Vous avez parlé tout à l'heure du port de Longoni et du marché. Oui, ça a été difficile. J'ai fait un choix et effectivement, tout le monde a vu comment j'ai été critiqué par rapport à ce choix. Mais c'était un choix basé sur des analyses. Mais aujourd'hui, lorsque vous faites un avenant, quelle est l'analyse? Qu'est-ce qui conduit? Aucune analyse conduit à ce qu'on reconduise Matisse par avenant. L'équité dans ce marché, c'est de garantir de la mise en place d'un marché et de faire en sorte qu'à la suite de ce marché, il n'y ait pas de difficulté. Ne pas instaurer un article garantissant la reprise de l'ensemble des agents va créer des conditions difficiles. Si demain, par exemple, celui qui va répondre en faisant une offre la plus économique, en diminuant le nombre de personnel et qu'il est choisi parce que son offre est plus avantageuse par rapport à un autre qui va reprendre tout le personnel, mais forcément ça a un coût, donc son offre risque d'être plus élevée. Elle ne sera pas choisie. Peut-être financièrement pour le conseil départemental, ça sera une bonne affaire, mais à l'échelle du territoire et pour l'emploi, ça sera une très mauvaise opération. Et lorsque je vois que les élus actuels n'insèrent pas cette clause, je me dis qu'ils cherchent des difficultés. Ou sinon, ils sont en train de préparer le chaos. Pour finir avec ce sujet d'Agnès Zaidani, donc c'est inacceptable. Vous comprenez les transporteurs qui nous ont dit ils ne comprennent pas qu'aujourd'hui Matisse soit le bénéficiaire, en tout cas, qui touche, et les Mahorais veulent aujourd'hui toucher leur part, parce que pour eux, quand ils vont aller postuler pour un marché, la même chose à La Réunion, ils ne seront jamais choisis. Quand ils iront en Guyane, ils ne seront jamais choisis. Les Réunionnais d'abord, les Guyanais d'abord. Donc pour eux, c'est bon, stop, il faut que le Mahorais puisse toucher ce marché en plein gré. Et de l'autre côté, on nous dit on n'a pas les moyens d'assumer ce marché. Il y a 2 choses. Je fais une distinction dans le cadre de la préférence locale. Effectivement, lorsque, je vous le dis très clairement, je suis élu, dans le cadre de mes décisions d'élu, en tant que président, si j'ai un recrutement à faire, je privilégierai plutôt la préférence locale à diplôme égal. Maintenant, dans le cadre d'un marché public, on ne peut pas agir de la même manière. Il appartient aux Mahorais d'avoir les reins suffisamment solides en constituant des dossiers qui leur permettent de faire des offres plus compétitives. Mais maintenant, encore une fois, comme je l'ai dit, il faut aussi garantir que l'emploi soit préservé. Pour cela, le fait de ne pas garantir la reprise de la totalité des employés peut créer des offres demain plus avantageuses économiquement, mais qui vont se faire aux dépens de l'emploi. Et ça, pour un conseil départemental qui se veut social, c'est inacceptable. Par contre, de la même manière, ce qui est clair par rapport à la problématique qu'il y a avec l'absence de marché, c'est que vous savez ce qui s'est passé. Dans le précédent marché, la plupart des transporteurs travaillaient pour Matisse. Et il y avait une redistribution de cette manne financière. Dès lors où on a dit qu'on allait lancer un nouveau marché, un certain nombre de transporteurs se sont dit pourquoi pas nous? Et ça, c'est tout à fait normal. Ils se sont constitués en groupe, ils se sont organisés et ils ont présenté un dossier qui n'a pas pu finalement être examiné parce que finalement, ça a été repoussé. Mais derrière cela, qu'a fait Matisse? Parce qu'il faut dire les choses. Quelque part, il y a eu des sanctions. Ceux qui travaillaient avec Matisse hier, aujourd'hui, ne travaillent plus avec Matisse. C'est ça la difficulté. C'est ça dont les transporteurs se plaignent aujourd'hui. En reconduisant Matisse systématiquement par rapport à des avenants qu'on peut comprendre, parce que le conseil départemental n'a pas fait le marché, mais donc il faut continuer à ramasser les élèves. Donc on est obligé de faire des avenants. Mais faire des avenants dans ce contexte de marché qui est latent depuis 2 ans, on a pu identifier qui est prêt à travailler avec Matisse et qui ne l'est pas. Et donc, quelque part, il y a des retours de bâton qui conduisent tout simplement à ce que des transporteurs locaux, aujourd'hui, sont dans la panade, qui n'ont plus de marché, qui n'ont plus d'emploi et qui sont presque en cessation d'activité. Et cette situation, c'est le conseil départemental et l'exécutif actuel qui le crée. Donc, il faut que
les élus prennent leurs responsabilités. Et ceux qui sont en responsabilité, ce sont ceux qui sont dans l'exécutif qui disent que tout va bien à Mayotte. Non, tout ne va pas bien. Et la grande responsabilité incombe d'abord à cet exécutif et ceux qui ont la responsabilité. Vous savez, au mois de mai, j'avais fait une motion qui a été rejetée, par l'exécutif, où je disais tout simplement, je suis prêt à apporter votre aide, comme je l'avais fait notamment sur le port de Longoni. J'avais dit, je suis prêt à apporter votre aide. Je suis un élu, j'ai des compétences, j'ai des qualités, je suis prêt à travailler pour vous, pour que vous ayez un bilan positif. Même ça, ils refusent. Les gens avec compétences, cet exécutif n'en veulent pas. Moralité, nous avons les difficultés que nous avons actuellement. Et c'est inacceptable. Savez-vous qu'à 3 jours de la reprise des cours, même l'avenant n'a pas encore été signé. Ça veut dire qu'on est vraiment dans l'illégalité absolue. Il est 8h01, on est très pressé par le temps, déjà en retard. Je vais juste poser une question sur l'insécurité, sur la violence, la délinquance. C'est important de vous entendre sur ce sujet-là. Quel est votre ressenti, vous? Est-ce qu'il s'est passé toute cette recrudescence? On est passé à un niveau supérieur, là? Écoutez, moi, ça fait 10 ans que je fais de la politique. Ça fait 10 ans que je suis élu, que je viens dans vos médias et je vois les choses évoluer parce que je suis l'actualité quotidiennement. Au départ, on parlait d'un sentiment d'insécurité. Ensuite, on a parlé de l'insécurité. Ensuite, on a parlé d'agression physique, de sang. Aujourd'hui, on parle de meurtre. Ouais, c'est ça, c'est crescendo. Bien sûr, on peut peut-être éventuellement, comme on a pu le lire souvent dans les réseaux sociaux, oui, c'est entre eux. Mais entre eux, ces violences, entre eux, débordent dans notre quotidien. Quand ces gens s'entretuent, s'agressent entre eux, ça se passe dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos maisons. Donc aujourd'hui, ça nous concerne. Ce n'est pas que, c'est nous. C'est passé en plein milieu des Hauts-Vallons, dans une zone d'influence, d'habitation. Donc, encore une fois, que dire ? Nous avons besoin d'un État fort. Nous avons besoin d'un État d'action. Nous n'avons pas besoin de bilan et beaucoup de blabla qui n'apportent rien. Nous avons besoin d'un soutien financier. Nous avons besoin d'un soutien humain. Nous avons besoin d'un déploiement de force. Vous pensez vraiment qu'avec ce qu'on a vu ce week-end, des policiers avec leur voiture classique, sans tenue particulière, peuvent faire face à des coupes-coupes? Et nous voyons bien également, dès lors que nos forces de l'ordre font usage de leurs armes, ils se retrouvent au tribunal. Disons les choses très clairement. Nous sommes vraiment dans une situation paradoxale où même les forces de l'ordre, lorsqu'ils agissent, ils sont obligés de réfléchir à 2 fois parce qu'ils savent que si ils sont amenés à se défendre, ils risquent d'avoir des difficultés parce que finalement, on ne tient pas compte de la réalité de ce qui se passe. Moi, je suis pour un État fort qui agisse avec des moyens humains et financiers. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les moyens humains, le matériel, enfin tout ce que vous dites. Mais est-ce que là, finalement, tous ces jeunes voyous, il faut le dire les mots, est-ce qu'ils n'ont pas gagné le terrain? Est-ce que déjà, c'est pas trop tard? Parce que qu'est-ce qu'il faudrait faire là? Même si on nous amène 200 personnes, 200 policiers, 200... Moi, je vous dis, je suis quelqu'un de très pragmatique et de très terre à terre. On a vu qu'effectivement, pour garantir la sécurité, il faut vraiment déployer des forces sur le terrain avec les moyens sur les terrains. Ça, c'est indispensable. Mais en même temps, il faut que la justice soit à la hauteur des enjeux. Il ne faut pas simplement sortir les gros moyens lorsque le Mahorais se défend. Lorsque les moyens se défendent. Et je le dis très clairement parce que nous sommes tous conscients de ce qui s'est passé avec la population mahoraise de l'abattoir qui s'est défendue. Nous avons tous vu ce qui s'est passé. Mais dans le même temps, est-ce qu'on se pose les bonnes questions? Pourquoi, alors que ces voyous sont identifiés, connus de la justice, ils n'étaient pas interdits de territoire? Aujourd'hui, des Mahorais de l'abattoir sont interdits de territoire de l'abattoir. Pourquoi ces voyous identifiés et connus, des voyous notoires, n'ont pas été notifiés d'une interdiction de circuler sur le territoire de l'abattoir? Pourquoi les laisse-t-on agir et circuler librement sur Mayotte? Moi, je dis très clairement, je suis pour un éloignement du territoire de Mayotte de tous les voyous connus. Quelle est la justice? On les envoie en métropole, là où nous avons les moyens de les encadrer, de les éduquer et de les redresser. Et pour ceux qui sont en situation régulière, j'ai fait un communiqué la semaine dernière en disant il faut dresser
il faut dresser. Dresser, c'est pas relâcher dans la nature et laisser faire. Et parce comme que dit c'est ça Camar, qui se passe. Ceux qui sont irréguliers, Aujourd'hui, il faut éloigner du territoire tous les voyous connus. Tous les voyous connus, il faut les éloigner du territoire de Mayotte. Ça se faisait dans le passé. Lorsque nous avions, dans les années 80-90, un petit voyou, on l'envoyait à La Réunion. Et il revenait quelques années plus tard, il était calmé parce qu'il a vu ce que c'était la prison à La Réunion, la prison en métropole, où il a eu la possibilité de se retrouver dans une situation d'éloignement de bande. Mais si vous éloignez un voyou qui se trouve par exemple à l'abattoir et que vous l'éloignez, vous le dites, vous allez à Pamandzi ou vous allez à Mamoudzou, vous l'avez éloigné d'où? Vous l'avez éloigné de nulle part. Lorsque vous êtes en métropole, que vous voulez isoler un voyou, il est à Paris, vous l'envoyez peut-être à Nice, il est éloigné, oui. Mais vous l'éloignez de Mamoudzou pour l'envoyer à Kani, il n'est pas éloigné de son milieu. Il est toujours... Moi, je dis, il faut les sortir du territoire. Et de la même manière, les mineurs isolés que nous avons sur le territoire, et que nous sommes incapables d'encadrer, je parle du conseil départemental, parce que je rappelle que le conseil départemental a perçu du ministère de l'Outre-mer plus de 120 millions d'euros pour le social, et que 80% de cette somme a été consommée. Pourquoi faire? Donner à des associations dans le recrutement d'assistants parentaux, mais ces assistants parentaux ont tellement une rémunération basse qui ne peuvent pas encadrer correctement ces enfants. Donc, on a encore voulu faire de la massification qui n'apporte aucun résultat. On a donné à pléthore d'associations des moyens financiers qui n'apportent aucun résultat. Nous devons, pour réussir, changer notre fusil d'épaule. Changer ce fusil d'épaule, ça veut dire, nous avons des mineurs isolés que nous ne sommes pas capables d'encadrer à Mayotte, eh ben on les envoie en métropole parce que là, nous pouvons le faire. Moi, si j'étais président du conseil départemental, je n'hésiterais pas aujourd'hui de rentrer en négociation avec l'État, comme je l'avais fait à l'époque, pour faire cet éloignement. Vous savez que les textes de loi existent de faciliter le déplacement ou la prise en charge d'un mineur isolé sur un autre département, dès lors que les départements n'ont pas sur place les ressources et les moyens d'encadrement. Sauf pour le département de Mayotte et de la Guyane. Donc il s'agit aujourd'hui simplement de modifier par ordonnance. Donc ça veut dire simplement le ministre, il n'y a même pas besoin de passer par l'Assemblée nationale. Le ministre signe dans son bureau une nouvelle ordonnance qui permettra tout simplement à faire sortir du territoire de Mayotte tous les mineurs isolés qui ne sont pas pris en charge. Vous savez, cette opération, pour le conseil départemental, ça coûterait 5 millions d'euros une fois. Aujourd'hui, nous avons dépensé ces 4 dernières années plus de 80 millions d'euros pour rien. Donc, moi, je ne veux pas d'un conseil départemental qui gaspille de l'argent en faisant plaisir à des associations politiquement, mais je veux un conseil départemental qui rend service à la population et à ses mineurs, parce que laisser des mineurs dans la nature ne rend service ni à la population, ni à ses mineurs, et on voit le résultat aujourd'hui. Merci, le Daniel conseil Zaidani. départemental Merci, doit agir. Merci, avec Zaidani. peut-être une nouvelle équipe demain. Merci en tout cas d'être venu à chaque fois. On le sait, vous l'avez compris. Il n'a pas la langue dans la poche, bien évidemment, c'était le second temps de parole.